Mais maintenant, je vais laisser la parole à Madame Nadine Gras qui va nous développer, bien entendu, tout ce rapport d'activité et qui va reprendre en détail tout ce que je viens de dire. On va passer maintenant au rapport financier. On va passer au rapport d'orientation. Je vais laisser la parole à Pascal qui va nous présenter ce rapport. C'est bon, vous m'entendez? Moyen. Bien que nous soyons en visio. Comment ça se fait qu'on n'entend pas? C'est moi, comment? Pascal, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ça va là? Oui. Alors, bien que nous soyons en visio, enfin, moi j'entends des tas de bruits de fond. Est-ce que c'est bon là? Oui. Alors, bien que nous soyons en visio, je tenais quand même à remercier la mairie de Sisteron et son maire Daniel Spagnou, puisqu'ils nous avaient attribué de manière bénévole la salle de l'Alcazar à Sisteron, qui nous aurait permis de donner beaucoup d'écho à la conférence d'Anne-Marie Guénial. Je salue et que je remercie d'être là. Et je veux aussi remercier Daniel Duboucher, qui est notre secrétaire, qui est des Alpes de Haute-Provence, et c'est grâce à lui que finalement Sisteron est devenu l'ERIC d'Alpes Sud Formation Sisteron à l'UDE que nous tenons nos réunions. Chantal, je tiens à mon tour à vraiment te remercier du plaisir que j'ai à travailler avec toi, toujours dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Et comme tu l'as dit, je pense que l'amitié dans le mouvement associatif, ça veut dire quelque chose. Je veux dire des remerciements très sincères de reconnaissance et de gratitude à Valérie Deprat, Christophe Allo et Diane Pantalon. Tu l'as dit, tout le travail qu'ils ont fait. Et permettez-moi un petit message d'amitié particulier à Christophe Aloisio, puisque ce sera sa dernière Assemblée Générale d'Alpes du Sud. Et je veux dire à Christophe tout le monde. Alors, vous allez le voir, ce rapport d'orientation, il est extrêmement, il est très dense, il est très riche, parce qu'il est résolument tourné vers l'avenir, et il témoigne à la fois de la maturité d'ASF par rapport à tout ce que nous avons vécu cette dernière année, et puis surtout, ce rapport d'orientation se veut d'exprimer la volonté, notre volonté d'être une acteur de l'environnement socio-économique des Alpes du Sud. Je voudrais rappeler, comme vous l'avez dit le 23 septembre, assisteront à l'audition de l'ASF, il a fallu beaucoup de culot, beaucoup de courage et de l'audace pour oser lancer cette entreprise de création d'un organisme de formation. Parce que l'environnement, il est extrêmement concurrentiel et nous sommes dans un environnement de grand bouleversement avec les réformes sur la formation. Mais nous l'avons fait parce que nous avons confiance dans l'avenir, bien sûr. Et nous sommes, comme tu l'as dit Chantal dans ton rapport, conscients des défis qui sont à relever pour la professionnalisation dans nos secteurs du médico-social, qu'il y a la perspective de la loi grand âge et autonomie, qu'il y a la perspective de la sécurisation, que la crise sanitaire vient d'apporter évidemment des grands éclairages sur les enjeux de l'attractivité de nos métiers pour les recrutements. Bien évidemment, l'enjeu que nous avons contrôlé, c'est celui de la proximité. Et moi, j'ai en tête que les deux fédérations des Alpes de Provence et des Alpes, j'ai toujours en tête que ce sont 52 associations d'Alpes, 1300 salariés, 300 bénévoles, et qui agissent sur un territoire de 360 communes. C'est donc dire que notre organisme de formation répond à une véritable nécessité et à des besoins. Mais j'ai aussi dit la chose suivante depuis le départ, c'est que notre modèle économique, à la minute où nous parlons, et dès le premier n'est pas acquis, et il n'est pas acquis. Notre offre, elle s'étoffe, nous sommes dans l'originalité, dans l'innovation, et va-t-il falloir, et c'est fondamental, que l'offre que nous proposons rencontre notre demande en public, et qu'il va donc falloir que nous soyons véritablement engagés vers à satisfaire ce modèle économique. Et donc, c'est à partir de ces principes que vous avez en 2019 que je vais vous développer les éléments de notre rapport d'orientation qui, comme je vous l'ai dit, est extrêmement dense. Alors, vous voyez
Bon, les relations entre l'éducation ADMR, je l'ai évoqué. Nous allons après passer à nos projets. Alors voilà. Merci Diane, pas de souci. Donc ensuite, il y aura les projets, nos partenariats, la qualité, la professionnalisation, l'innovation pédagogique et bien évidemment le développement de notre activité pour les temps à venir, puisque comme je l'ai dit, hein, nous passons maintenant, après ce premier stade fondateur, nous allons franchir de nouveaux caps de l'affirmation d'autosuffisance sur son territoire des Alpes du Sud. Vas-y Diane. Ça c'est bon. Diane, c'est bon. Alors, dans les projets, 2 grands projets, nous sommes prestataires de Pôle emploi pour le parcours professionnalisant dans l'aide à domicile. De quoi il s'agit? Toute personne inscrite comme demandeur d'emploi souhaitant découvrir les métiers de l'aide à domicile est éligible. Le déroulement de cette prestation, c'est un parcours de 15 journées sur 3 semaines, alternant la théorie, la pratique, pour permettre aux demandeurs d'emploi de découvrir les métiers de l'aide à domicile. Le deuxième grand projet, c'est celui qui concerne ProSol Femmes, ce qui était un projet à Cotra. Notre candidature ASF a été retenue pour cet appel à projet en lien avec la Fédération du 04, avec notamment l'animation des ateliers du Café des aidants, programme de formation qualifiante qui est à destination des aidants naturels souhaitant faire valider professionnellement leur expérience. Tu pourrais peut-être, Diane, à ce moment-là, redire 2 petits mots vis-à-vis du programme, et ensuite nous passerons à la slide suivante. Oui, donc pour ce programme, là où Alpes Sud Formation intervient, c'est dans on a répondu avec la Fédération ADMR 04 conjointement à cet appel à projet. Eux pour la partie, donc comme vous disiez, l'animation des ateliers type Café des aidants, et nous sur la création, la proposition d'un parcours qualifiant destination des aidants naturels. Et en fait, on est allé puiser dans tout ce que nous avions comme contenu pédagogique, comme formation, pour mettre tout ça bout à bout et proposer quelque chose qui à la fin puisse leur proposer, on va dire, aux stagiaires de valider tout un parcours et puis plus tard de faire valider professionnellement leur expérience personnelle en tant qu'aidant. Donc ce parcours voilà, a été retenu par le commanditaire, par Provence Alpaglo, qui a considéré que notre offre conjointe avec la Fédé 04 correspondait à ses attentes. Donc on est très content. Et en 2021, il devrait y avoir 2 sessions de ce parcours entre mars et novembre, il me semble. Les deux parcours vont se chevaucher. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va commencer début mars et l'autre une semaine ou 15 jours plus tard. Et donc 205 heures, et ce sera à raison de 1 à 2 journées par semaine, puisque comme ce sont des aidants naturels, ils ne peuvent pas se libérer 35 heures par semaine. Merci Diane. Donc voilà pour ces 2 grands projets. Donc nous pouvons aller sur les partenariats. Alors, vous avez là sur la slide les partenariats. Je vais évidemment commencer par Est, pour souligner d'ailleurs que vous êtes les premiers à se retrouver sur nos écrans. Et il y aura une petite présentation après l'AG d'IRFA-Est, avec bien évidemment la démarche d'Anne-Marie Guignard, qui est la conceptrice de la méthode d'écriture. Je tiens à remercier quand même particulièrement Pascal Schmitt, la directrice, la responsable des pôles de formation, et avec qui nous avons collaboré et travaillé pour pouvoir mettre en place un partenariat auquel moi je tiens tout particulièrement, parce que moi je pense qu'il est extrêmement innovant et il va être une valeur ajoutée, une vraie différence sur le positionnement de l'Alpes Sud Formation sur nos territoires. À Difford, bien évidemment, pour les 2 fondateurs,
ADMR 04, c'est évident. Pour ce partenariat qui est désormais une convention qui conclut. Et je tiens là à remercier Séverine aussi, avec qui nous avons travaillé. Et je dois vous dire que, en tant qu'administrateur réunion nationale ADMR, la démarche que nous engageons avec ADMR est considérée comme essentielle parce qu'elle s'enracine aussi et elle s'inscrit dans ce partenariat avec ADIFOR. Le GRETA. Alors, le GRETA, nous sommes bien évidemment, c'est un réseau qui est intéressant, mais nous, ce que nous souhaitons, je tiens à dire de manière très importante, c'est que nous voulons travailler dans une bonne contexte. Nous n'allons pas organiser sur nos territoires une concurrence qui serait stupide avec GRETA. Par contre, nous avons à travailler ensemble. Et je crois qu'avec Linda Chaouch, nous sommes très en phase sur cette façon de faire. Le SDIS, bien évidemment, hein, et j'ai vu que Christophe Orjubin était avec nous dans cette assemblée générale pour tout ce qui sont les formations PFCE. Et je veux saluer Christophe Lornage, le colonel Moreau, qui sont bien évidemment des acteurs de ce partenariat, qui est bien évidemment absolument essentiel par rapport à ce que sont les contenus des salariés. Et puis, vous voyez à l'écran le campus des métiers et des qualifications. Et il est important que ASF fasse partie des acteurs de la silver economy, sous l'angle bien évidemment de la formation du secteur du maintien à domicile. Et je crois que il va y avoir là, entre guillemets, une espèce de labellisation très importante d'ASF d'être dans le campus. Et moi, je tiens à saluer l'accueil qu'ils nous ont réservé, qu'il s'agisse de Karine Fuchs, qui est la directrice opérationnelle du campus des écoles, et évidemment David Barry, que tout le monde connaît bien, qui est le directeur du PSP PACA, avec qui nous tenons à entretenir cette collaboration. Voilà pour les partenariats qui sont aujourd'hui formalisés, mais c'est évidemment. Je vais laisser à de nous dire quelques mots concernant la question de la qualité, parce que vous savez que la certification Calliope, si certes nous sommes désormais certifiés Calliope, il n'en demeure quand même pas moins qu'il est essentiel que nous ayons bien chacun la conscience de ce que veut dire d'être certifié. Je vais laisser à Diane le soin de nous en dire quelques mots et peut-être de nous rappeler aussi ce que sont les 7 critères qui président à cette certification. Ok, merci Monsieur Lissier. Alors j'espère que vous m'entendrez. Quand vous avez parlé, c'était un petit peu haché. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire signe si jamais ça hache et que je parle comme si j'étais dans un tunnel. Donc qualité, donc comme l'a dit Monsieur Lissier, donc nous avons déjà obtenu la certification Calliope, mais j'en redis 2 mots. C'est une certification en fait, qui s'appuie sur le référentiel national qualité qui a été imposé, en tout cas mis en œuvre par la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel et qui indique qu'à partir du 1er janvier 2022, ça va être une obligation pour tous les organismes de formation, enfin organismes d'action concourant au développement des compétences d'être certifiés. Pour rappel, les 7 critères donc, sont des critères qui sont qui visent à montrer la qualité non seulement de l'offre de service en elle-même, le contenu pédagogique, mais aussi tout ce qu'il y a autour, en fait, de l'amont à l'aval de la prestation. Donc, les 7 critères, je vais vous les lire rapidement et sans forcément m'étendre dessus. Le critère numéro 1, l'information des publics sur les prestations, les délais d'accès et les résultats obtenus. Le numéro 2, l'identification précise des objectifs des prestations proposées et leur adaptation au public bénéficiaire lors de la conception des actions. En 3, l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre. Le critère numéro 4, la qualification et le développement des connaissances et des compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.
Le critère numéro 5, la qualification et le développement des connaissances et des compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Le critère numéro 6, l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Et enfin, le dernier, le numéro 7, le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Voilà, c'est l'essentiel. Et donc, c'est ce qui est important en fait avec cette certification, en tout cas le fait que nous l'ayons eu, c'est que nos clients potentiels, grâce à ça, vont pouvoir se dire ça, c'est un organisme de qualité et être confortés en fait dans le choix qu'ils vont faire de nous choisir nous plutôt qu'un autre. Et en plus, grâce à ça, ils pourront avoir les financements de la part de leur OPCO, puisque sans cette certification, ils ne pourraient pas y prétendre. Voilà. Mais merci beaucoup, Diane. Merci. Nous allons donc passer à la slide qui concerne la professionnalisation de l'équipe pédagogique. Alors, ce sujet, comme le précédent, est important parce qu'il va positionner la formation sur nos territoires, mais va surtout toujours nous permettre d'avoir un coup d'avance et d'affirmer des valeurs ajoutées. Et c'est comme ça que, s'agissant de Diane, puisque c'est elle qui est la responsable, acquisition quand même d'un titre professionnel et également une certification professionnelle d'ingénieur qui concerne la formation à distance. Vous m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais ça reste haché comme tout à l'heure. Comment ça se fait ça? C'est toujours haché là? Je ne sais pas si ça vient de là, mais peut-être, même s'il est joli, essayez de désactiver votre fond d'écran virtuel, des fois qu'ils prennent de la bande. Non, non, ça n'a pas d'influence. Vous, on vous entend très très bien. Vous m'entendez bien, Didier? Non, ça craquelle un petit peu. Diane, on entend bien, ça va dépendre des réseaux. Hein. C'est possible. Pourtant, je ne suis pas à un endroit où et si vous enlevez le partage d'écran, ça prend pas trop de place. Il faudrait peut-être le remettre en... alors, dans ce cas-là, je coupe. Je vais couper. Vous n'aurez plus le suivi, mais en sachant que voilà, vous aurez plus tard tout le déroulé s'il y a quelque chose. D'accord. Ça va mieux là? Oui. Ça craque. Oui, donc, sur le chapitre de la professionnalisation, je disais qu'il était très important que Diane soit très à la pointe sur les enjeux notamment de l'e-learning qui est la formation à distance. Et c'est pour ça qu'elle est dans l'obtention de la certification professionnelle d'ingénieur pédagogique e-learning. Et ce qui va nous permettre d'avoir une responsable pédagogique en la personne de Diane, qui non seulement est bien évidemment formée aux attentes et aux exigences réglementaires actuelles en matière de formation, mais qui va aussi pouvoir être à l'initiative de ce vers quoi aujourd'hui il faut tendre, notamment dans le domaine des formations à distance qui vont être appelées à se développer. Voilà. Alors, je crois qu'on peut passer, Diane, au chapitre qui concerne l'innovation pédagogique. Oui, donc par contre, je repartage pas parce qu'apparemment c'est bien ça qui fait du... D'accord, qui venait perturber le... Voilà, alors, sur l'innovation pédagogique, pareil, hein, être de son temps et répondre aux attentes et aux besoins. Nous sommes dans le développement de l'accompagnement à la mise en place de la FEST, qui est, comme vous le savez, l'action de formation en situation de travail. Et nous avons pour cela des relations de travail qui ont été mises en place à la FEDE ADMR 05 avec un groupe de travail dans lequel Yannick Rampal, Marjorie Morland du groupe AMF participent, sont des acteurs importants. Et nous allons être pris en considération pour parvenir à l'individualisation des parcours à FEST.
Sur les innovations, nous avons également le développement des formations à distance et des formations mixtes, à distance plus présentielle en AFEST, puisque la formation à distance est désormais, vous le savez, reconnue à part entière comme modalité de formation, avec toutes les conséquences naturellement que ça a, notamment sur les financements, mais ce qui ne veut pas dire, ça va de soi, qu'on mettrait aux orties les formations en présentiel, ça va de soi. Mais chacun doit progressivement bien mesurer finalement tous nos intérêts du développement de la FEST. Et puis bien évidemment, et c'est des échanges que nous avons assez régulièrement, c'est l'amorce, l'engagement de notre réflexion sur la mise en place de l'apprentissage, puisque c'est une manière efficace de former, et pour deux raisons, parce que l'offre de formation proposée est vraiment adaptée aux besoins de toutes nos entreprises, les entreprises, et puis parce que les jeunes sont directement opérationnels, la question de l'apprentissage est bien évidemment un chantier considérable. Voilà pour ce qui était des innovations pédagogiques, et nous pouvons maintenant voir dans cette orientation tout ce qui est le développement de l'activité. Alors, bon, vous n'avez donc pas de slide sous les yeux. Nous avons dans notre catalogue de nouvelles formations. Défi 9, selon la méthode d'Anne-Marie dont elle va nous présenter tout à l'heure. C'est extrêmement important pour nous. Nous allons, dans le catalogue, nous avons désormais les formations qui sont en lien avec les habilitations de l'INRS. Et c'est Christophe Orjubin et Valérie Chauvet qui sont les acteurs sur ce sujet-là. Nous avons, et c'est nouveau et c'est un ajout extrêmement intéressant et porteur pour l'avenir dans notre catalogue, des formations sur les compétences comportementales. Et je tiens à saluer la collaboration que nous sommes en train d'installer avec Christophe Rosanvallon, que je remercie également d'être présent à notre AG. Bien évidemment, également, nous avons dans notre catalogue formation à la communication non violente selon la méthode Marshall-Rosenberg avec Estelle Bessin. Les formations pour les personnels soignants avec Marie Hua. Et puis, nous la connaissons bien maintenant, les formations à l'outil bureautique qui sont dispensées par Virginie Testu. Et puis, bien sûr, et je ne veux absolument pas l'oublier, ça faisait partie des éléments très forts que j'avais défendus dès la création et que nous avions tous porté dès la création de notre organisme, c'est la formation pour les bénévoles. C'est absolument fondamental par rapport aux modèles et aux valeurs que nous portons et que nous défendons. Et nous le ferons dans un lien que nous allons mettre en place avec l'ensemble des travaux du groupe de travail national de l'Union nationale sur la vie associative. Donc, je vois que nous avons là, par exemple, Bernard Averbeck, qui est le vice-président de la Fédération des Hautes-Alpes en charge de la vie associative. Je crois que Bernard devra s'emparer de ce que nous pourrons être capables de proposer pour faire en sorte que nos bénévoles puissent eux aussi avoir des formations qui conviennent. Voilà. Et puis, bien évidemment, c'est absolument essentiel, et vous vous en souvenez, notre organisme de formation, il a vocation à s'ouvrir à d'autres secteurs que ceux du sanitaire et du médico-social. C'est absolument fondamental, bien sûr, pour notre modèle économique, parce que Alpes Sud Formation ne sera que ce que nous en ferons du point de vue de ce que nous serons capables de vendre comme formation. Et puis, bien évidemment, c'est aussi un moyen pour nous de nous rapprocher des attentes et des préoccupations du tissu économique local. Voilà, je crois que pour ce qui est du développement, vous avez vu l'intensité de tout ce que l'on veut essayer de déployer. Alors, il y a un domaine, mais je veux l'aborder plutôt un peu rapidement, qui est qu'en plus de dispenser des formations à des publics, il est aussi important pour nous, et nous y travaillons, nous y réfléchissons, à ce que nous soyons capables d'être des acteurs de l'ingénierie de formation. C'est assez original, parce que nous pourrions de cette façon-là accompagner des organismes prestataires d'action qui concourent au développement des compétences
et donc du coup d'apporter une plus-value à ces organismes en termes d'ingénierie. Voilà. Je ne voudrais pas en dire plus que ça sur cette question-là. Et vous l'aurez compris, ce rapport d'orientation et ces orientations que nous vous proposons d'adopter, il va bien évidemment falloir surtout, et c'est pour ça que je disais que c'était l'avenir, les faire vivre sur les territoires de telle façon que tous ceux qui sont intéressés et concernés, eh bien, se tournent vers ASF pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. C'est l'enjeu de l'année à venir. Voilà. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Lissy. Madame Bardin, est-ce que vous voulez reprendre la trame? Reprendre la main? Oui, on va passer au vote du... Ah non, est-ce que vous avez d'abord des questions à poser par rapport à... Tu n'as pas rebranché, Emma. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce panel que Pascal vient de nous présenter? C'est bon. Très, très riche et très détaillé. Non, pas de questions? On passe au vote? Alors, Chantal, si tu permets, moi, oui. j'ai pas de question parce que c'est pas une question, mais je voudrais appuyer ce que je vous ai dit au dernier conseil d'administration. C'est la volonté, et vous l'avez dit, des deux fédérations, que ce soit de la direction ou des administrateurs. Je remercie tous les administrateurs qui se sont impliqués des deux fédérations, mais comme je vous l'ai dit au conseil d'administration, il me paraîtrait important que dans l'orientation et dans l'évolution, nos associations puissent adhérer à notre centre de formation. Je pense que pour moi, ça a une double force. Et d'une part, parce qu'on le soutient, d'autre part, parce qu'on y croit et qu'on va l'utiliser. Parce qu'on voit bien, nous, que ce soit du 0,4 ou du 0,5, en dehors des gens qui sont impliqués autour de la table, et je le remercie, je le dis encore, je pense qu'il faut qu'on donne un déclic un peu plus important aux autres qui ne sont pas là autour de la table. Pascal le disait, je crois que de mémoire, c'est 50, je ne sais plus combien d'associations. Bon, et je trouverai, alors c'est pour ça que je le mets dans l'orientation, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on envisage et qu'on le projette. Donc voilà, moi, je pose pas une question, je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça. Voilà. Moi, je partage pleinement ce que vient d'exposer José. Il est évident que à partir du moment où nous avons fait le choix de nous créer un outil de proximité répondant aux attentes et aux besoins de nos associations, il faut que l'on trouve la bonne manière et la bonne méthode efficace qui nous permettent de sensibiliser nos associations à ce que nous avons voulu faire. Parce que rien ne serait pire, et moi c'est ce que je redoute toujours lorsque l'on est dans des organismes de formation, que nous soyons là entre nous des spécialistes, des sachants, et qu'on soit un peu trop dans l'entre-soi. Demain, notre organisme de formation aura une valeur lorsqu'il saura parler, s'adresser à chacun au plus près des territoires et que nos associations en retour nous disent ben, c'est formidable, voilà, on va rentrer là-dedans, ça nous plaît, ça nous intéresse. Moi, je sais que sur la question des professionnels, on va y arriver. D'ailleurs, le rapport d'activité l'a bien montré. Ça y est, nous commençons à avoir une vitesse de croisière qui permet de répondre aux besoins. Mais sur l'enjeu, par exemple, du bénévolat, moi, je dis que beaucoup est à construire et qu'il y a à convaincre, à faire. Parce qu'entre le fait qu'on dise oui, c'est utile, c'est nécessaire, et le passage à l'acte, on se rend compte aussi que parfois il y a des décalages. En tout cas, notre challenge, de toute façon, maintenant que le travail de fond a été construit sur les fondamentaux d'ASF, eh bien maintenant, il faut, comme je le dis, prendre son bâton de pèlerin, son catalogue sous le bras et en avant petit pour faire partager tout ça
et faire prospérer Alpes Sud Formation. Oui, oui, Pascal, je pense que tu as raison et José aussi, c'est vrai que… Mais oui, de toute façon, c'est ce que nous allons faire. Alors, par le biais peut-être de réunions avec les présidents ou réunions avec les bénévoles par petit comité, parce que c'est vrai que lorsqu'on en parle en réunion ou en fédération ou à autre, tout le monde est d'accord pour qu'un organisme de formation se crée. Après, une fois qu'il est créé, bien évidemment, plus personne ne pose de questions. Vous avez bien vu le jour de l'inauguration qui était présent, c'est toujours pareil, qui est présent aujourd'hui alors que tout le monde a été invité. Donc, c'est vrai qu'après, il faut mobiliser les foules et c'est très compliqué parce que, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut mettre en articulation nos associations 0405 avec notre organisme de formation, ça c'est sûr. D'autres interventions par rapport à l'orientation? On passe au vote? On entend? Oui. Oui. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, Yann, après, c'est fini. C'est terminé? Voilà. Donc, merci à tous pour ce beau travail accompli en 2019. Dans cet engagement, j'y vois d'abord la preuve de la confiance qui est accordée à notre modèle. C'est aussi un défi, mais ce défi, nous pouvons le relever, nous allons le relever. Et tous ensemble, et non pas chacun dans l'entre-soi, c'est exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. L'OF 0405, c'est aussi un réseau solidaire autour de ce qui nous rassemble. La finalité de notre mission, entreprendre, développer des activités économiques viables et rentables au service de la création d'emplois. L'organisme de formation 0405 est à l'initiative et continuera de l'être cette année pour créer des alliances, des partenariats, signer des conventions, trouver des solutions de financement et d'accompagnement au changement d'échelle. Notre modèle est vertueux, notre modèle est inspirant. Il peut être plus efficace encore. Soyons écoutés et entendus sur le territoire. Et encore merci pour votre participation. Je ne sais pas si Pascal veut dire un petit mot pour clôturer. Ensuite, nous aurons peut-être 5-10 minutes de pause avant de passer Christophe a levé la main. La parole à Mme Guignard et je présenterai Mme Guignard. Christophe, lequel a levé la main? Christophe Aloisio. Monsieur Christophe Aloisio, vous avez levé la main? Non, non, excusez-moi. Je n'ai pas levé la main, je pensais avoir applaudi. Ah bon? Le boulet. Est-ce que Pascal veut dire un petit mot? Écoute, ma chère Chantal, tu as tout dit. Tu l'as parfaitement bien dit. Je reprends mon expression du bâton de pèlerin que nous devons nous emparer pour aller à la rencontre sur nos territoires, pour promouvoir ce formidable outil qu'est Alpes Sud Formation. Voilà. Et je voudrais rajouter, au début, tu as employé le terme d'amitié. Moi, je veux quand même être très insistant sur cette dimension-là, parce que nous sommes des acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous sommes des bénévoles, que ce soit toi ou moi, ou José, ou Michel, ou Bernard, qui sommes engagés dans un mouvement associatif. Et si nous sommes engagés dans un mouvement associatif, c'est parce que nous croyons à un certain nombre de valeurs et que nous avons aussi une certaine idée du modèle de société dans lequel nous pensons qu'il est utile d'être. Donc, je voudrais rajouter à tout ce que tu as dit sur la dimension de l'amitié, que j'espère aussi que nous retrouverons les voies de la sincère convivialité, de la bonne ambiance, qui est pour moi et à mes yeux la condition du développement et de l'épanouissement. En tout cas, merci Chantal, je n'ai rien à rajouter à ce que tu as dit. Merci Pascal. Donc on fait, si personne… oui, Yann, oui, pardon. Éventuellement, vu que nous avons parmi nous au moins 2 de nos formateurs, s'ils sont d'accord, enfin si vous êtes d'accord pour qu'au moins ils se présentent, disent deux mots, est-ce que ça vous, oui, conviendrait? Ah oui, tout à fait. Oui.